le commandant Gauthier. Dans quelques minutes, nous atterrirons à Québec. La température extérieure est de moins 10 degrés. C'est vous, ça? Bah oui, pourquoi? Bienvenue. Eh ben, t'es discret, Fred. Bonjour. Vous pouvez ouvrir votre valise, s'il vous plaît? Ben, qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, touchez pas à ça. Ah, c'est malin. Tu viens de perdre un douanier dans le temps. Dites, vous auriez pas vu mon collègue? Je crois qu'il est parti aux toilettes. Bon, allez, passons. Mais qu'est-ce que t'es venu faire ici? Figure-toi que j'ai reconstitué mon arbre généalogique. J'ai un ancêtre qui a fait partie des premiers colonisateurs du Canada. Et l'héritier, c'est moi. Ah bah, félicitations. J'aimerais bien savoir de quoi j'hérite. Va faire un tour à l'époque de Jacques Cartier. Tu le sauras. C'est pas bête, ça. En quelle année, déjà? Zappe-toi en 1542. Allez, en route. Je vois rien là-dedans. Il fait tout noir. Qu'est-ce qu'ils sont en train de trafiquer? Je te connais pas, toi. Tu viens d'où? Je suis venu avec Monsieur Cartier. Non. J'ai fait les 3 voyages avec Cartier. Je t'ai jamais vu. Ah, vous avez fait les 3 voyages? Vous êtes marin, alors? Non. Il y a pas si longtemps, j'étais en prison. Ils nous ont sortis du bagne pour venir ici. Du bagne? Hé Gauthier, tu les mets où les ballots? Tu les mets pas du bateau. D'accord. La ballerine. Qu'est-ce qu'il a fait, notre bon roi? François Ier? Ouais. Pour monter ses expéditions, il avait besoin d'hommes. Alors il a vidé les prisons. Ici, il y a plus de crapules que de marins. La plupart sont morts du scorbut pendant la traversée. Pourquoi vous êtes embarqué dans cette galère? D'abord, sors d'ici. Tu ressembles à rien, toi. Tu sais que ta terre est ronde? Bah évidemment, les Grecs le savaient déjà. Non, pas évidemment. L'Église n'a pas arrêté d'essayer de nous faire croire qu'elle était plate. Mais depuis, tout le monde sait qu'elle est ronde. Ils essayent tous de trouver un raccourci par l'ouest pour aller aux Indes. Comment ça, expliquez-moi? Quand elle est plate, hein, tu peux pas passer, là. Tu peux pas passer, là. Si elle est ronde, tu la vois, elle est ronde, là. Alors tu passes par l'ouest pour aller aux Indes. Tu comprends? Elle est ronde, là, tu vois. Si elle est plate, ça marche pas. D'accord, j'ai compris. Alors c'est pour ça que vous êtes venu jusqu'ici. Et alors, vous en êtes où? Le raccourci, on l'a pas trouvé. Mais on a trouvé ça, des diamants. Là, de l'or. Qu'est-ce que tu crois? Notre bon roi, il est comme tous les rois. On peut toujours aller crever à l'autre bout du monde, mais quand tu reviens, faut pas revenir bredouille. Oh là là, des diamants. T'emballe pas, Fred. Tu vas comprendre. Lorsque le roi François Ier confie à un navigateur de Saint-Malo, nommé Jacques Cartier, la mission d'explorer le nord de l'Amérique, c'est en effet dans l'espoir de trouver des richesses, ainsi qu'une route directe vers les Indes. Car en ce début du XVIe siècle, la France est en retard dans la découverte de nouveaux territoires. Les Espagnols et les Portugais se partagent déjà les grandes découvertes en Amérique et en Asie, et ils en tirent beaucoup de richesses. En 1534, Jacques Cartier met donc le cap sur Terre-Neuve, une destination déjà connue des pêcheurs français, anglais ou portugais. Lors de ce premier voyage, il pénètre dans le golfe du Saint-Laurent et il dresse une croix au nom du roi de France, sous l'œil étonné des Indiens qui se montrent très pacifiques. Cartier rentre en France avec 2 d'entre eux comme preuve de sa découverte. Ramener un Indien, ça veut dire pouvoir apprendre sa langue, lui apprendre la nôtre, et donc, obtenir des informations sur son pays, et d'autre part, s'en servir comme interprète quand on revient. Justement, en 1535, lors de son second voyage, Jacques Cartier revient avec les 2 Indiens. Grâce à eux, il explore un fleuve qu'il baptise le Saint-Laurent jusqu'à Hochelaga, un village iroquois où sera fondé plus tard Montréal. La vallée du Saint-Laurent est peuplée d'Iroquois qui lui réservent un accueil toujours amical. Mais Cartier ne trouve ni or ni passage vers les Indes. En 1541, François Ier lui accorde une 3e chance. Cette 3e expédition sera effectivement un échec puisqu'il va rentrer croyant qu'il a dans ses soutes les fameux diamants du Canada qui vont se révéler malheureusement du quartz. Et il croyait aussi avoir de l'or et ce n'est que de la pyrite de fer. Après, il aura une carrière évidemment beaucoup plus discrète à Saint-Malo comme un bourgeois de Saint-Malo. Jacques Cartier découvre donc le Canada. Mais le pays n'intéresse encore pas grand monde.
Alors t'as compris, Fred. Les trésors de tes amis, c'est du toc, mais ils ne le savent pas encore. Eh les gars, attrapez ce ballot avec vous deux, ça fera 3. Tiens, il s'est pris la barre du film. Ça va pas, non? J'ai rien fait, moi. Au fait, monsieur Gauthier, à l'occasion de vos différents voyages, vous n'auriez pas rencontré un certain Lermine? Lermine comment? Bernard, je crois. Bernard Lermine? Non, je connais pas. Dis bon, on a beaucoup trop de ballots, là. Alors, je descends. Bon, bah qu'est-ce que je fais maintenant? Eh ben, tu laisses tomber tes ballots et tu vas jeter un œil en 1608. Bon, on va voir tout de suite. En 1608, Fred, c'est l'année de la création de Québec par Samuel de Champlain. Peut-être que ton ancêtre est arrivé avec lui, on ne sait jamais. Excusez-moi, mon père. Vous pourriez me donner un petit renseignement? Mais bien sûr, mon fils, que puis-je faire pour vous être agréable? Ben voilà, je suis à la recherche d'un certain Lermine. Ça vous dit quelque chose? Je me disais bien que j'avais déjà vu cette tête-là quelque part. Bien sûr, je le connais, Bernard. C'est quelqu'un de votre famille, je suppose. Vous avez le même regard. Ah bon? Et vous savez où je peux le trouver? Oh. Il est parti d'une expédition en route vers les tribus indigènes. Un sacré lascar, ce Lermine. Et vous n'allez pas leur porter la bonne parole aux indigènes? Ah, bien sûr que si. L'évangélisation des indigènes, ça fait partie de ma mission. Mais pour l'instant, je dois terminer la construction de notre belle église à Québec. Vous ne pouvez pas partir avant au moins 10 ans. Je pourrais venir avec vous? Bah, bien sûr, mon fils, si vous voulez. Expliquez-moi, mon père, comment vous êtes-vous retrouvé ici? Oh, bah, c'est très simple. En 1603, notre explorateur Samuel de Champlain, que Dieu le protège, nous a emportés dans ses bagages pour que nous portions la bonne parole aux païens sauvages. Bonjour Marcel. Ah, bonjour, mon père. Bonjour Fernand, ça va bien? Oui, parce que c'est notre roi Henri IV qui lui a demandé de faire avancer les affaires, parce que depuis Cartier-Roberval, rien ne bouge. Et maintenant, ça bouge? Bah bien sûr, Monsieur de Champlain vient de fonder cette ville, Québec. Vous savez ce que ça veut dire en iroquois? J'ignore. Là où le fleuve se rétrécit. C'est ça, Québec, au début. Et grâce à lui, on a de très bonnes relations avec le peuple huron. Avec eux, on fait de sacrés tabagies. Des tabagies? Bah oui, c'est comme ça que les Indiens disent faire la fête. Et vous savez, c'est les premiers à avoir fait sécher les feuilles de tabac et les avoir coupées en petits bouts pour le calumet de la paix. Tabagie, tabac. D'accord. Une tabagie, c'est une toffe. Bon, je vais m'équiper pour ce long voyage. C'est ça, mon fils, allez vous équiper. Et prenez surtout tout votre temps. Rendez-vous dans 10 ans, mon père. Bah, si vous voulez. Eh oui, c'est là, sur les bords du Saint-Laurent, que vont s'installer les tout premiers colons français du Canada. Plus de 70 ans après la découverte de Jacques Cartier. La mission en a été confiée à Samuel de Champlain, qui est alors cartographe et explorateur. Champlain arrive à Québec, enfin au site de l'actuel Québec, et c'est là qu'il va fonder cette toute première, on ne peut pas dire ville, c'est un tout petit poste, c'est absolument minuscule. Et c'est comme ça que naît la ville, la toute petite ville de Québec, qui ne va commencer à être peuplée que 20 ans plus tard par de véritables colons résidant en permanence. Mais au début, c'est une toute petite tête de pont au Nouveau Monde. La colonisation de la Nouvelle-France se fait tout doucement, car la longue période hivernale n'est pas très accueillante. La première famille débarque en 1617. Il s'agit de Madame Hébert, accompagnée de son mari et de ses 3 enfants. Le roi de France, Henri IV, souhaite une colonisation pacifique, une colonisation fondée sur le commerce des fourrures avec les Indiens. Progressivement, on les convertit au catholicisme pour les rallier au royaume de France. Allez, le petit monsieur qui remonte le Saint-Laurent, là. Son pactage est prêt. Tout ça, là? Eh oui. Je vous dois combien? Alors, une bonne couverture, 7 plus. Un manteau, bien chaud, un couteau, très beau. 14 plus. Là, une paire de raquettes, un demi-castor. J'y comprends rien. C'est quoi votre monnaie? Eh ben, la plus. La plus. Oui, la plus. P-L-U-E. Ici, il n'y a pas d'argent, on fait du troc. Une plus. Ça vaut une peau de castor. Mais une belle, hein? Bah ouais, mais moi, j'ai pas de plus PLUE. Alors, qu'est-ce que tu me troques? Tiens, bah ça vous irait, ça? Ouh là là. Alors ça, c'est original, hein? Marché conclu? Oh, bah, vendu, hein? On n'en parle plus. Bon, c'est pas le tout. On avait dit rendez-vous dans 10 ans. Eh ben, c'est parti. Oh bah dis donc, vous êtes tombé du ciel ou quoi?
Je vous ai même pas senti venir, en tout cas vous êtes à l'heure. Allez, aidez-moi à mettre l'embarcation à flot. Prenez cette pagaie. Vous avez l'intention d'aller jusqu'où, mon père? Jusqu'à Hochelaga, mon fils. Jusqu'à Montréal? Mais vous êtes sûr que votre canot est solide? Bah évidemment. C'est le type d'embarcation idéal pour notre périple, maniable, léger. Et puis, regardez la coque. Elle est en écorce de bouleau. En écorce de bouleau? Ça doit être fragile. Bah oui, c'est fragile, mais en cas d'accident, j'ai un kit de secours. Une peau d'écorce fraîche et de la résine pour colmater. Ne vous inquiétez donc pas. Votre seule présence me rassure, mon père. Alors en route pour Hochelaga. Dites-moi, mon père, je pense à une chose. Vos Amérindiens, ils sont pas trop méchants, au moins. Bah, dans un premier temps, on risque de rencontrer des Hurons, mais avec eux, pas de problème. Ils sont pacifiques. Ce sont des cultivateurs ou des trappeurs. Et puis Champlain a pactisé avec eux pour le commerce des fourrures. Mais plus loin, avec les Iroquois, ça risque de se compliquer. Pourquoi dites-vous ça? Ce sont d'incroyables guerriers. On les appelle les langues de serpent. Et puis vous savez, ils ont scalpé un bon nombre de colons français et obtenu des armes en échange de la part des Anglais. On dit que c'est un peuple qui sortirait de l'enfer. Vous n'êtes pas très rassurant, mon père. Ah, tabernacle! Pardon? Ah, excusez-moi, ça veut dire merde. Mais j'ai l'impression qu'on vient de heurter un rocher. Un rocher? Bah oui, approchez-vous du bord. Mais il a raison, Fred. Fais attention de ne pas tomber entre les mains des Iroquois. Ce sont de terribles guerriers, armés par les Hollandais et plus tard par les Anglais, car les Indiens sont divisés en tribus. Face aux Iroquois, il y a les Hurons, les Algonquins, les Micmacs, les Montagnais. Et les colons français ont déjà choisi leurs alliés. Quand les Français arrivent, quand Champlain arrive, il va s'allier avec les premiers Indiens qu'il rencontre, qui sont en contact avec les Français, les pêcheurs, depuis le XVIe siècle. C'est-à-dire il va s'allier avec les Micmacs, il va s'allier avec les Montagnais, et il va s'allier avec les Hurons et les Algonquins, qui tous sont alliés les uns les autres. Et en s'alliant avec ces groupes, il va devenir l'ennemi des ennemis justement de ces groupes, c'est-à-dire il va devenir les ennemis des Iroquois, puisque les Iroquois étaient en guerre avec tous ces groupes que j'ai cités, et en particulier avec les Hurons. Ces différents peuples se lancent donc dans une guerre fratricide pour contrôler le commerce des fourrures avec les Européens. Les expéditions meurtrières entre tribus se multiplient. Pour se protéger, les familles indiennes vivent dans des villages fortifiés entourés de grandes palissades de bois. Excusez-moi de vous le dire, mon père, mais c'est pas très malin d'avoir oublié votre kit de secours. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant que le canot est crevé? Oh, vous allez pas commencer à râler, on va bientôt arriver à un village Huron. Ah bah tiens, regardez, il y a même un comité d'accueil. Voilà, Nanda. Allez. Qu'est-ce que vous dites? Bah rien, on peut rentrer. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Quelle drôle de coiffure! On dirait des punks. C'est des Hurons. C'est Samuel de Champlain qui les a baptisés comme ça, parce que leur coiffure lui faisait penser à la hure du sanglier. Huron. Mon père, je les trouve plutôt accueillants, mais ils parlent pas beaucoup. Ils connaissent pas notre langue? C'est un peuple très orgueilleux. Ils refusent d'apprendre une autre langue que la leur. Et si vous voulez faire du commerce avec eux, il faudra apprendre le huron. Merci, mademoiselle. Vous avez vu? Des pop-corn. Oui, ce sont eux qui ont inventé la recette. On se croirait au cinéma. Il manque plus que les Esquimaux. Des Inuits, vous voulez dire? Oui, il faut aspirer un grand coup. L'arrivée des colons français va profondément changer le mode de vie des Hurons. Ce peuple, qui jusqu'alors vivait tranquillement en autarcie, va se lancer dans une véritable course au commerce. La chasse au castor va devenir leur priorité. En échange des fourrures, les colons leur apportent de nouveaux produits, en particulier le fer, qui devient très utile pour fabriquer des outils pour la pêche et l'agriculture. En réalité, les Hurons étaient des peuples sédentaires, comme les Iroquois, agriculteurs, qui se déplaçaient en canoë sur les rivières ou à pied. Et donc ils vivaient dans de gros villages, dans de longues maisons. Donc ce sont des sédentaires qui vivent de l'agriculture. 80% de leur nourriture provient de l'agriculture, notamment le maïs, la fève, la courge ou le tournesol. Et puis secondairement de la pêche, et puis très secondairement de la chasse. Je viens vous porter les 12 paroles de l'Évangile. Le Seigneur nous rend plus forts chaque jour. Et regardez,
les pouvoirs qu'il m'a accordés dans sa grâce. Regardez-vous en face. Le Seigneur vous a fait à son image. Et voyez la puissance qu'il a mis en moi. Mon père, vous faites dans le showbiz ou dans l'évangélisation? Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est comme ça qu'on les évangélise, ces pauvres âmes. Oui, c'est vrai qu'on les esbrouffe un peu. Il arrive même parfois qu'on en baptise, en échange de quelques fusils. Mais on a de la concurrence. Le chaman. Le chaman, c'est celui qui a la tête de loup? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est le sorcier. Et leur médecin aussi. De vrais suppôts de Satan. Mais on a du mal à leur apprendre les bonnes mœurs. Vous savez, les filles indiennes sont... Comment vous dire légères. Ils se marient, ils divorcent facilement, tolèrent même l'homosexualité. Enfin, c'est à nous de les... Enfin, de les éduquer. Mon père, je crois qu'ils vous attendent. Le plan de colonisation des Français basé sur le commerce des fourrures s'accompagne d'une stratégie d'évangélisation. Les prêtres, récollets et surtout jésuites, vont très loin dans les villages pour tenter de convertir les indigènes au christianisme. Les Indiens les appellent les robes noires à cause de leur soutane. Mais sans le savoir, ces missionnaires apportent avec eux des maladies comme la variole, la rougeole ou la grippe qui, curieusement, vont servir leur cause. Les épidémies ont joué, dans un premier temps, en faveur des missionnaires. Car venant au Nouveau Monde, nous apportions des germes contre lesquels les Indiens n'étaient pas immunisés. Or, les Indiens qui mouraient beaucoup voyaient bien que les Européens, et notamment les missionnaires qui s'installaient chez eux, étaient beaucoup moins frappés par ces maladies. Certains Indiens pensent que les missionnaires sont protégés par une force suprême. Pour échapper à la mort, ils se convertissent à ce Dieu protecteur. Ils se font baptiser. Mais d'autres Indiens pensent que l'arrivée des robes noires est la cause de tous leurs malheurs, des guerres, des épidémies. Ceux-là refusent la conversion et ils se rebellent violemment, torturant et tuant des jésuites. Ils en feront des martyrs. Quoi, Dada? Quoi. Bonjour, mon père. À série. Je vois que monsieur le truchement est toujours aussi bien accompagné. Shiba, Queen. Je vous présente Fred, mon compagnon de voyage. Enchanté, Jean-Pierre Gauthier, spécialiste de la fourrure prête-à-porter. Pour une fourrure de qualité, achetez Jean-Pierre Gauthier. J'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré quelque part, monsieur Gauthier. Monsieur Gauthier est coureur des bois. Enfin, un trappeur, si vous préférez. Et truchement. Que signifie truchement? Je suis interprète, pour ainsi dire. Je me rends utile. Je sers d'intermédiaire entre les colons et les Indiens. Je leur permets de faire des affaires. Moi aussi. Au début de la Nouvelle-France, vous nous étiez bien utile pour communiquer avec les Indiens. Mais à force de vivre avec eux, vous êtes redevenus sauvages. Je suis sûr que vous pratiquez le scalp et que vous appréciez leur paillardise. Oh, là, la robe. Calmez-vous. Je ne supporterai pas un instant de plus cet énergumène. Blasphème. Si j'ai bien compris, monsieur Gauthier, vous faites du commerce de fourrure? Voilà. Vous ne connaîtriez pas un certain Lhermine par hasard? Bernard Bernard Lhermine? Qui ne connaît pas Bernard Lhermine à 100 lieues à la ronde? Il habite loin. Pourquoi? J'aimerais bien le rencontrer. Pourquoi? Une histoire de famille. Ça tombe bien, je me rends chez lui récupérer des pots pour ma nouvelle collection. Il doit avoir un stock pour moi. Je pourrais vous accompagner? D'accord. Départ demain. Wabang. Wabang. Ah, excusez-moi. Demain à l'aube. D'accord. Je serai là. On avait dit Wabang. Ben, les Wabang? Non, les Wabang écarts. J'espère que t'es en forme parce que c'est 4 jours de marche pour aller chez Bernard Lhermine. Je vous suis. Au fait, Bernard Lhermine, il ressemble à quoi? Il ressemble à rien. Par contre, t'as une sacrée gâchette. Ah, dis donc. Bel habit, hein? C'est moderne. Mon Dieu, le douanier. Faudrait pas que je l'oublie dans mon histoire, celui-là. Allez, dépêche! J'arrive! Ça y est, on est arrivé. Tu traînes, hein? 6 jours. Tu vas finir par me faire rater ma collection automne-hiver, toi. Il vit là-dedans? Oui, c'est son wigwam. C'est joli, hein? Ça marche bien, ces affaires. Allez, viens. Oh, Lhermine! C'est Gauthier! Hey, Jean-Pierre Gauthier! J'espère que vous avez fait bonne trappe, on a besoin de peau. Excuse-moi, Lhermine, je te présente Fred, un camarade de voyage. Il voulait te rencontrer. Bon, je vais faire un tour dans l'entrepôt. Alors, gamin, tu voulais me voir? Et pourquoi? Bah, au départ, c'est une histoire d'arbre généalogique, mais c'est un peu compliqué. Excusez-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé, là? Eh, les gars,
Il veut savoir ce qui m'est arrivé là. Et moi, je me souviens. Ce jour-là, il était pas en forme, ton coiffeur. On peut dire qu'il l'a raté, ton scalp. Bon alors, tu veux savoir quoi au juste? Bah, comment vous êtes devenu trappeur? Bah comme ça, en affrontant les Iroquois et les dangers de la forêt. Tu sais ici, toujours avoir un bon ami avec soi. Hé Fred, regarde. Tu connais la mode en Europe. Ouais, bien sûr. Le dernier cri à Paris, le chapeau en poil de castor, plus imperméable et plus chaud que le poil de lapin, plus confortable que le raton laveur. Le chapeau à bord large en poil de castor fait fureur dans les salons parisiens. En attendant, si tu veux plus de peau, il faudra lever les pièges toi-même, parce que nous, on est à fond. Bonne idée. Tu verras, Fred, c'est du sport. Hein. Le castor est devenu l'animal le plus traqué de la Nouvelle-France, car la traite des fourrures est au centre d'un important commerce. Dans toutes les cours d'Europe, on raffole des chapeaux en castor. C'est la grande mode. De plus en plus de colons français deviennent coureurs des bois et adoptent les règles de vie des Indiens. Certains se marient avec des squaws, aux grandes dames des missionnaires. Pour aller chercher cette fourrure, il y a deux solutions. Ou on y va soi-même, ce que certains Français ont fait en tirant quelques castors, quelques loutres. Mais on a besoin des Indiens, parce que les Indiens sont les chasseurs, ils connaissent les endroits où se trouvent les animaux à fourrure. Donc l'Indien est le collaborateur incontournable. Pour les Français, comme pour les Anglais, la traite des fourrures devient le principal enjeu de la colonisation du Canada. De grandes compagnies commerciales sont créées. On verra même apparaître une monnaie ayant pour emblème le castor. Elles sont quand même drôlement belles, vos forêts. Ouais, elles sont drôlement belles, mais regarde quand même où tu mets les pieds. Avec toi, je me méfie. Tiens, voilà. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Ça, c'est un piège à ours. Ça marche comment? Comme ça. Ça lui casse pas la patte? Non seulement ça lui casse pas la patte, mais il peut pas partir. À cause de la chaîne, tu vois. Allez, on y va. On le remet pas en place? Non, c'est pas le mien. Donne le piège à castor. Castor. Oh, martre. Castor. T'appuies sur le genou, tu presses. Tu tiens ça. Tu passes dessous à cause de tes doigts. Tu fais attention. Hein. Hop. Et ça, tu l'accroches sur le bout de bois. Va me mettre la marque. Fais attention à tes pieds, hein. S'il s'imagine que je vais piéger les martres, pauvre petite bête. Bien joué, Fred. Toi aussi, souffle pas de là si tu ne veux pas finir en chapeau. Pendant 2 siècles, les caprices de la mode vont faire un massacre chez les castors. Pour capturer ce gros rongeur, qui construit des huttes de branchage dans les cours d'eau, les trappeurs iront jusqu'à détruire son habitat. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Un piège à martre, peut-être? Ouais. Passons. Tu vas poser le piège à martre et tu regardes bien où tu mets tes pieds. C'est le b.a.-ba du trappeur. Lui aussi s'est pris la barre. Mais il est sorti du film. Voilà. Il fait tout nuit maintenant. Gauthier, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu marches comme ça? Pour rien. Pourquoi? Ça vient de chez l'Hermine? Suis-moi. Baisse la tête. Mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les Iroquois! Voilà, ça c'est signé, ça. Les Iroquois, t'es sûr? Mais oui! Ils sèment la terreur dans toute la région. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent le monopole du commerce des fourrures avec les colons, voilà pourquoi. Et alors? Et alors? Ils brûlent tous les villages hurons et prennent en otage tous ceux qui commercent avec eux. Oh! Y a quelqu'un? Ouais, quoi? Non, pas toi. Je crois qu'ils ont disparu. Ah bah ça, t'es pas prêt de les revoir. Avec les Iroquois, les otages, je donne pas cher de leur peau. De leur peau. Ouais, je t'en prie. Mais qu'est-ce que tu cherches? Rien. T'occupe. Ah, d'ailleurs, tu devrais pas rester ici, il risque de revenir. Tu crois? Va vite prévenir le village huron et ton copain en robe noire. Ah ouais, je vous rejoins. Hein. Mince, j'ai déjà perdu la trace de mon ancêtre. Et en plus, 4 jours de marche. Ah non, Fred, un peu plus. Ouais, 6. Bon, attends, bouge pas. On va y aller en zapette. Oh! Y a quelqu'un? Si.
Si, je suis là. Vous êtes sain et sauf, mon père. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Le village a été attaqué par les Iroquois. Les Hurons ont bien essayé de se défendre, mais vu l'effet de surprise et le nombre, ils se sont rendus. Et les Iroquois ont kidnappé tout le monde. Kidnappé? Mais pourquoi ils ont kidnappé tout le monde? Parce que c'est comme ça chez les Iroquois. Ils appellent ça la guerre du deuil. Quand ils font un prisonnier vivant, c'est pour venger l'un des leurs qui est mort. C'est incroyable. Et qu'est-ce qu'ils en font? Des esclaves? Pas du tout. Ils font une grande cérémonie au milieu du village. Et là, ça dégénère. Les prisonniers sont insultés, humiliés. Et ça finit en torture. Mais qu'est-ce que vous croyez? Ils vont finir par tous s'exterminer entre eux, ces Indiens. Et tout ça pour des potes castors. Non, mais c'est pas possible. Je les supporte plus, ces Indiens. Je n'en peux plus des Indiens. Vers 1630, dans la vallée du Saint-Laurent, c'est le début des grandes guerres tribales. Les Iroquois, toujours armés par les Anglais et les Hollandais, attaquent les Hurons déjà très affaiblis par les épidémies. Ils font régner la terreur dans les villages et prennent beaucoup d'otages. Surtout dans un contexte d'épidémie, de dépopulation, ils voulaient combler leur déficit démographique en capturant de plus en plus de prisonniers. Et puis aussi, ça s'inscrivait dans une guerre du deuil qui est une guerre traditionnelle chez les Indiens, c'est-à-dire lorsqu'il y avait un mort, il fallait le remplacer. Et pour le remplacer, on allait capturer des prisonniers. Puis les Iroquois multiplient les raids contre les villages des colons, ruinant le commerce français de la fourrure. La paix ne sera signée qu'en 1701. Entre-temps, la nation huronne, qui comptait 25 000 âmes à l'arrivée de Champlain, est totalement exterminée. Les villages sont abandonnés et les quelques survivants trouvent refuge à Québec. Mon fils, venez vite, c'est incroyable! Venez, mon fils! Mon fils, venez voir! Que se passe-t-il? Regardez ce que j'ai trouvé. Vous en voulez? Ça calme. C'est au moins ça que les Iroquois n'auront pas. Comment vous le trouvez? Ça manque peut-être un peu de caramel. Non, de sirop d'érable, vous voulez dire. Pas un peu plat. Et vous étiez passé où? J'étais à la cabane des trappeurs. Là-bas aussi, les Iroquois sont passés. Tout le monde a disparu. Quoi? Mais alors, Bernard Lhermine aussi s'est fait enlever. J'espère qu'ils n'ont pas mis la main sur son magot. Magot? Quel magot? Vous saviez pas, il était riche comme Crésus. Ah bon? Alors je viens de me faire souffler mon héritage? Non, c'est un malin, Lhermine. À mon avis, il a bien planqué son magot pour ses héritiers, il a le sens de la famille. Enfin bon, c'est pas tout ça, j'ai du travail, moi. Mais vous allez où? Mais qu'est-ce que vous croyez? Ma mission continue, mon ami. Dieu m'a chargé de sauver l'homme! Bon, comment je vais faire maintenant pour retrouver mon héritage? C'est le moment de sortir ton arbre généalogique. Et c'est donc de retrouver les héritiers de Lhermine. Bonne idée. Alors, oui, mais Bernard Lhermine, il n'a pas d'enfant. Ah, pas de chance. En revanche, il a un frère qui lui a des enfants. Ça nous emmène en 1759. Il n'a pas de temps à perdre, hein. Allez, oh non, tiens. On va pas passer loin, celle-là, hein? Je suis touché. Mais d'où tu sors? Je suis français. Restez français, il faut rester à l'abri avec nous. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça a l'air de chauffer. Ça fait des mois qu'on est assiégé par les Anglais, et tout le monde s'en fout. Comment ça, tout le monde s'en fout? Le roi, Louis XV, il nous a envoyé 2000 soldats. Heureusement que nous, les miliciens, on est là pour défendre notre pays. Et eux, enfin, ces Anglais, là, ils sont combien? 30 000. Moins un. Fred, je crois que tu t'es zappé en plein siège de Québec. Les Anglais n'en sont d'ailleurs pas à leur première offensive contre les Français. Mais cette fois, ils ont décidé de s'emparer de la Nouvelle-France. Résumons-nous. Depuis la création de Québec, la colonie française s'est développée très doucement. En un siècle et demi, seulement 10 000 immigrants sont venus défier les rigueurs de l'hiver. Souvent des ouvriers agricoles et des prisonniers attirés par le commerce des fourrures. Mais aussi des jeunes filles, orphelines, envoyées par la France pour se marier. Tout ce petit monde s'est d'ailleurs multiplié très vite, mais pas assez pour faire face aux Anglais. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en 1759, il y a 1,5 million d'Anglais qui vivent dans les 13 colonies, et il y a 80 000 Français, simplement, qui vivent dans un territoire immense qui correspond à peu près aux 3/4 de l'Amérique du Nord, en partant de Québec jusque la Nouvelle-Orléans, en passant par les Grands Lacs et la vallée du Mississippi. Lorsque Québec est attaqué en 1759, au même moment en Europe, la France est engagée dans la guerre de 7 ans contre la Prusse et l'Angleterre. Louis XV ne veut donc pas se démunir de sa flotte. Il envoie seulement 2000 soldats au Canada, commandés par le marquis de Montcalm.
Dans la nuit du 12 septembre, la flotte anglaise, soutenue par des mercenaires américains, passe à l'offensive. Québec est pilonné par les bombes. T'es vraiment mal tombé, Fred. Ça va aller? Vous n'avez pas trop mal? Non, ça va aller. C'est pas la première fois. Et toi, tu tiens le coup? Bah, dans votre drôle de guerre, hein, j'essaye de garder mon calme. Ah, me parle pas de Montcalm. Il a rien pu faire pour nous aider. Rien. Qui? Le marquis de Montcalm, le lieutenant général de l'armée. Son état-major, ses officiers, ils brillent par leur inaction et leur incompétence. C'est tout le travail de Cartier, de Roberval, de Champlain et de nos ancêtres qui peut en fumer. Je crois qu'on est en train de tourner une page de l'histoire. Excusez-moi, mais parmi vous, il n'y aurait pas un certain L'Hermine? Et les gars, l'Hermine, il est mort ou il est encore vivant? L'Hermine, je l'ai vu en première ligne. En première ligne? C'est bien ma veine. Bon, bah, excusez-moi. Faut que j'y retourne. Fais attention, mon petit gars, fais attention. Tu devrais l'écouter. Car cette nuit-là, les combats font des milliers de morts. Les Anglais finissent par débarquer et Québec doit capituler, tout comme Montréal l'année suivante. En 1763, par le traité de Paris, la France cède le Canada à l'Angleterre. Beaucoup de Canadiens français quittent alors le pays. La France conserve seulement Saint-Pierre-et-Miquelon et un droit de pêche à Terre-Neuve. Ceux qui ont choisi de rester au pays pourront toutefois pratiquer la religion catholique et conserver les lois civiles françaises. Hermine! Hermine! Attention! Tu nous as fait repérer, toi! C'était pour vous sauver la vie. Vous êtes... L'Hermine? L'héritier de Bernard? Comment tu sais ça? C'est une vieille histoire de famille. Et puis, j'ai hérité de rien, enfin, 3 fois rien. Si tu veux tout savoir. Son magot, il se l'est fait voler par un coureur des bois. Un voyou. Allez, ils sont pas là! Un coureur des bois? Jean-Pierre Gaultier? Je vais aller lui dire 2 mots, moi, à ce Jean-Pierre Gaultier. Non, mais ça va pas. T'as pas le droit de changer le cours de l'histoire. C'est rageant, ça. Qu'est-ce que je fais alors? Si tu veux retrouver ton héritage, recherche les descendants de Gaultier. T'as pas tort. J'ai une petite idée. Ah, tu l'as encore échappé, belle. Gaultier... Ah, je l'ai retrouvé. Paul Gaultier, homme d'affaires qui a fait sa fortune au début du XXe siècle. Sa fortune? Ma fortune, oui. Il joue avec mes sous. Paul Gaultier, je te tiens. Ne bougez plus, monsieur Ferguson. Vous avez vu le celebrity? Nous avons un rendez-vous? Je crois bien, monsieur Gaultier. Je ne suis pas monsieur Gaultier. Je m'appelle Sir Ferguson. Bien sûr, monsieur Paul Gaultier. On se connaît? Attendez, si j'ai changé de nom, c'est uniquement parce qu'il ne fait pas bon être français ici. Oui. Vous comprenez, surtout dans les affaires. Tous les capitaux viennent d'Angleterre et des États-Unis. Les Français ne sont qu'une main-d'œuvre bon marché. Je comprends. Je suppose que vous partiez en voyage? Ah non, 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 non. Non, j'inaugure simplement ma nouvelle ligne ferroviaire. Vous voulez dire que tout ça, c'est à moi? Enfin, je veux dire à vous? Ah oui, oui, voyez-vous, la construction de chemins de fer n'a jamais été aussi florissante. Notez, le Québec, c'est 3 fois la superficie de la France. Alors, je ne vous parle pas du Canada tout entier. Vous comprendre maintenant pourquoi c'est important that, how do you say that? Anglais. Yes, anglais. C'est normal. Ça, ouais, ça va aller. Bon, vous m'excusez? Je vous accompagne, monsieur Gaultier. En ce début de XXe siècle, le Canada est devenu une confédération avec un gouvernement central et des gouvernements provinciaux. Dans la province de Québec, 75% de la population est d'origine française, mais elle reste au service des intérêts anglais.
Les francophones sont surtout la main-d'œuvre en forêt et qui participent à la coupe, donc, et à l'acheminement du bois vers les ports. Mais les francophones ont peu de place dans ce marché, dans cette économie. À l'époque, l'industrie du bois est en plein essor. Elle devient l'une des principales ressources du Québec. Mais les descendants de Cartier n'en profitent guère. Il reste une main-d'œuvre pas chère que l'on exploite en forêt, mais aussi dans les champs ou dans les mines. Il y a d'autres richesses naturelles qui vont entrer en jeu, en particulier les richesses minérales. Au 20e siècle, surtout, mais déjà un peu au 19e siècle, on va découvrir des mines de cuivre, d'or, d'amiante, éventuellement de fer également, qui font du Canada et du Québec un producteur très important sur le plan international, exportateur de ces richesses. Et puis, c'est la conquête de nouveaux territoires. En 1914, le Canada possède déjà une ligne ferroviaire qui traverse tout le pays, d'un océan à l'autre, la Canadian Pacific. Plus tard, c'est l'ouverture de la grande voie navigable du Saint-Laurent qui relie Québec à la région des Grands Lacs. Dans le même temps, on investit dans la construction de gigantesques barrages hydroélectriques. Le pays poursuit son développement lors des 2 guerres mondiales. Il envoie 30 000 soldats combattre aux côtés des Britanniques et des Français. Mais il participe aussi à l'effort de guerre en produisant des avions et des automobiles. La petite colonie de Champlain est devenue une grande puissance. J'aime bien cette époque. Le train à vapeur, l'automobile, une Ford T, s'il vous plaît. 1908, parfaitement, et j'en passe. Je vous montrerai. Je vous en prie, prenez place. Vous m'impressionnez beaucoup, monsieur Gauthier. Quelle réussite dans les affaires. Mais dites-moi, vous êtes parti de rien? Oh, vous savez, c'est une longue histoire. Hein. Rome ne s'est pas construite en un jour. Non, mes aïeux sont arrivés avec les premiers colons et... de génération en génération, à force de courage et de ténacité, ils ont prospéré à la sueur de leur front. Vous avez un problème? Non, ça va, hein, non, ça va. Moi, j'ai investi dans les laiteries, les fromageries, les grandes manufactures, le textile, la chaussure. Ça marche bien, la chaussure. J'ai remarqué que vous aviez des Gauthier. Bon, allez, descendez. On fait quelques pas, non? Hein? C'est normal. Elle est belle, non? Allez, venez. Et cette fois, je crois que je vais vous étonner. Contact, monsieur Ferguson. Contact. OK. Dites-moi, c'est un Blériot 11. Vous êtes sûr que ça vole bien, cet engin-là? Vous plaisantez? On peut même faire des loopings avec. C'est dans ce genre d'avion que Louis Blériot a traversé la Manche en 1909. Accroche-toi, Fred. Ça va? Oui, ça va. Et c'est vrai que c'est immense. Non, merci. Non, je dis, c'est immense. Ah oui, des forêts à perte de vue. C'est la plus grande richesse du Canada. Mais qu'est-ce que vous comptez faire de tout ça? Avec le bois, on fait des maisons tout entières. Voilà, non. Des allumettes. Merci. Des allumettes et surtout de la pâte à papier pour tous ces journaux. Ils sont de plus en plus nombreux, vous avez remarqué. On n'est pas un peu bas, là? Vous avez peur? Voilà. Accrochez-vous. Allez, bon voyage, Fred. Au fait, tu sais que c'est très grand, le Canada. On pourrait y mettre 20 fois la France. Les forêts recouvrent le tiers du territoire. Les lacs se comptent par milliers. Rien qu'au Québec, il y en a 400 000, c'est te dire. Et les fleuves. Ah, les fleuves remplis de saumon. Ils sont parmi les plus longs du monde. Tiens, les chutes du Niagara. Tu sais qu'en 1901, une femme a entrepris de les descendre, enfermée dans un tonneau, et elle a survécu. Ah, quel courage! Enfin, continuons. Si tu vas beaucoup plus à l'ouest, tu pourras aussi découvrir les magnifiques paysages des Rocheuses. Et juste de l'autre côté, enfin les côtes du Pacifique. Mais j'ai l'impression que tu n'en es pas encore là. Oh là, on n'est pas un peu trop haut, là? Il fait beau. Non, je vous dis,
On vole pas un peu trop haut! Non, non! Je peux même monter plus haut si vous voulez! Méfie-toi, c'est un Gautier. Attention là-bas. Cette fois, je crois qu'on va pas arriver au bout. T'inquiète pas, on va la finir cette émission. Sans Gautier, y a pas de mal? Ah bah dites donc. Ça va? Ah bah forcément, il va beaucoup moins bien marcher maintenant. Hein. Bon, elle fait quoi? Vous inquiétez pas, j'avais un ancêtre qui était coureur des bois. Oui, ça je sais, m'en parlez pas. On va partir par là. Par là? Ah bah, manquait plus que lui. Vous avez entendu ce bruit? On va pas se faire attaquer par les Indiens, au moins. Les Indiens? Ah non, de ce côté-là, il n'y a pas de risque. La plupart ont été décimés par les maladies amenées par les Européens. Ah bon? Les survivants ont été parqués dans des réserves. La loi de 1876. Oui. Par contre, les ours, ils sont toujours en liberté. Hein. Ah, c'est malin. Vous lui avez fait peur. Où est-ce que vous sortez, messieurs? Avez-vous eu un accident de char? Un accident de char? Char, automobile, non, mademoiselle. Un accident d'aéroplane. Je peux vous offrir une débarbouillette? Pardon? Des barbouillettes, gants de toilette. C'est pas de refus. Vous avez un accent charmant. Oui, vraiment charmant. C'est au moins ça que les Anglais n'ont pas pu nous prendre. Époque. C'est un héritage de nos ancêtres. Les Vendéens, les Poitevins, les Bretons et tous les autres. Et quand la France nous a abandonnés, on est resté entre nous. Avec nos coutumes, nos patois, nos habitudes. C'est pas le cas de tout le monde. Entrez. Venez donc manger un morceau. Eh ben, il manque pas de culot, le Gautier. Maintenant, il fait le galant. Bonjour, monsieur. Je peux vous demander une débarbouillette? Merci. À part les accidents d'aéroplane, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Gautier? Je suis dans les affaires. Un Français dans les affaires? Enfin, vous avez bien du mérite dans ce pays. On est tous soumis à la gestion des Anglais. Il en faudrait plus des gens courageux comme vous, monsieur Gautier. Appelez-moi Paul. Ici, au Québec, on pourrait contrôler notre économie. C'est pas les francophones qui manquent. On représente de loin la majorité de la population. Et pourquoi pas rêver un jour à la création d'un véritable État québécois, libre et indépendant? Vive le Québec libre! Eh ben, il manque pas de toupet. C'est bien dit. Vous êtes plein de bon sens. Je pense que on partage les mêmes idées, Paul. Là, je pense que tu déranges, Fred. Vous pourriez donner ça à mon grand-père? Bien sûr, avec plaisir. Vous la faites vous-même, la soupe? Oui. L'idée d'indépendance se manifeste vraiment à partir des années 60. Dans la société québécoise, les francophones occupent encore le bas de l'échelle. Ils sont moins payés que les anglophones, qui occupent toujours les meilleurs postes dans les entreprises. Les partisans du changement veulent un État québécois plus fort. Et pourquoi pas autonome? Lors d'une visite à Montréal en 1967, le général de Gaulle, qui est alors président de la République française, lance une phrase historique qui va mettre le feu aux poudres. Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Vive le Canada français et vive la France! Et c'est là que graduellement l'indépendance ou la souveraineté, différents niveaux donc d'autonomie politique vont faire partie du débat et plusieurs groupes, plusieurs partis politiques vont
prendre cette cause en charge pour prendre le contrôle des institutions. Les Québécois sont appelés à 2 reprises à voter pour ou contre l'indépendance. Lors du référendum de 1980, le non l'emporte à presque 59%. En 1995, les résultats sont beaucoup plus serrés. 50,6% pour le non, 49,4% pour le oui. Le Canada tout entier retiendra la leçon. Le Québec reste partagé entre ses racines européennes et son appartenance au monde nord-américain. Le débat n'est sans doute pas tranché. Eh, papé, faut se réveiller. C'est l'heure de la soupe. Ça va vous faire du bien. Mais dites-moi, ce fusil et ce médaillon, je les connais. Vous êtes de la famille Lhermine? Ben oui, je suis le grand-père de la petite. C'est une petite Lhermine? C'est quand même drôle, la vie. Gauthier, là, qui se fait appeler Ferguson, en réalité, c'est l'héritier de Jean-Pierre Gauthier, le coureur des bois. Ça vous dit quelque chose? Même si c'est celui qui a volé la fortune de la famille. Exactement. Vous vous rendez compte, papy? Vous pourriez être riche. Jette un œil dans la cuisine. Je suis sûr que la fortune elle va revenir dans la famille. Eh, papé! Bien vu! Bon, t'es rassuré sur ton héritage. Maintenant, tu peux aller à ton rendez-vous chez le notaire. On va chercher le magot. Je vous présente votre lointaine cousine Bernadette. Bernadette Gauthier-Lhermine, je m'en doutais. Enchanté, moi c'est Fred. Enchanté. Je vous ai réunis pour régler la succession de la famille Lhermine dont vous êtes les seuls descendants. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. L'héritage se compose de 3 objets. Une toque en castor usagée, un médaillon en fer blanc usagé, un fusil usagé et son étui d'origine. Succession Lhermine terminée. Alors là, Fred, il y a un truc que je comprends pas. Pour tout vous dire, je suis un petit peu surpris par l'héritage. Je croyais pourtant que dans les années 20, il y avait un Gauthier qui était rentré dans la famille avec une grosse fortune. Non, cet escroc de Paul Gauthier, ben, il a mal fini. La grande crise des années 30 l'a définitivement ruiné. Je comprends. Mais bon, dites-moi, cher cousin, comment allons-nous nous partager ce trésor? Allez, ma cousine, je vous offre tout, ça me fait plaisir. Et si vous passez à Paris, faites-moi signe. À bientôt. Au revoir. Oh, qu'est-ce que t'es généreux. Ah non, encore un Gauthier. Oh, ça va pas recommencer. Monsieur, votre valise, s'il vous plaît. Maurice, touche pas à ça. Laisse-le partir. Ben, Marcel, d'où tu sors, t'es dans un état. Figure-toi que j'ai fait un de ces voyages. Il est pas net, ce gars-là. Il est allé chercher un vieux trappeur dont le petit-neveu a fait la guerre contre les Anglais. Mais avant, il a croisé un coureur des bois, un voyou. C'est lui qui a volé le magot. C'était le petit-fils d'un copain de quartier et l'ancêtre de l'homme d'affaires, un sacré escroc. Heureusement, il a épousé la petite-fille du grand-père. Tu sais, le descendant de celui qui a fait la guerre, le neveu du vieux trappeur. T'as compris? Écoute, Marcel, je crois que tu devrais prendre des vacances, ça te ferait du bien.